OK, ça Mmh. marche. Tout d'abord, bienvenue à tous et merci de vous être inscrits à cette deuxième session de webinar, donc proposée par Advisory, donc Ask Me Anything. Normalement, on en fait tous les vendredis à 13 heures. Donc aujourd'hui, si vous êtes, là, c'est pour discuter du framework SAFE. Donc on travaille tous les 3 dans des entreprises, qui appliquent le framework. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous rappeler, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui on est. Donc Advisory, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en product management avec différents types de profils, donc du coach agile, des product managers, des product owners, des designers. Et en fait, notre mission, ça va être d'accompagner les entreprises dans leur transformation agile et on va les aider à délivrer des produits à succès qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, consulting. Et on a aussi une partie offre de formation qui se développe à grande vitesse. À ce sujet, on voulait vous faire part d'une nouvelle toute fraîche sur une nouvelle offre de formation qui sort aujourd'hui. Donc, c'est une offre de formation 100% en ligne. Nicolas, est-ce que tu veux expliquer l'offre? Oui, alors j'ai perdu le slide. Je vous demande juste une toute petite seconde que je retrouve. Voilà, et je repartage. C'est les aléas du direct. Voilà, exactement. C'est bon, on voit. Voilà, parfait. Alors effectivement, grosse actualité. Advisory lance aujourd'hui la première formation en product management 100% en français et en ligne. Concrètement, cette formation, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs heures de vidéos pour maîtriser le product management de bout en bout, des vidéos pour assurer ses entretiens en tant que product manager. Si on envisage de shifter au niveau du plan de carrière. C'est un accès aussi à notre communauté Slack People and Product. C'est aussi un accès premium à nos events product. C'est un kit du product manager disponible à vie avec des supports, des canevas, des ateliers et enfin des guides pratiques. Pour retrouver justement le contenu de cette formation, avoir plus d'infos, vous pouvez aller directement sur le site internet advisory.com/productonline. On vous enverra aussi directement le lien par email à l'issue de cette session. Voilà, donc ça, c'est pour la partie actualité et pour que vous situez un peu qui on est. Du coup, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on ait donc 3 profils différents en mission dans 3 entreprises différentes. Et l'idée, c'est qu'on commence par faire un petit tour de table pour que vous puissiez un petit peu nous situer à quel niveau du framework on se situe et pouvoir un petit peu orienter les questions. Du coup, je vais commencer. Il y a l'entrée oblige. Donc moi, c'est Alice. J'ai rejoint Advisory il y a un petit peu moins d'1 an en tant que product manager et là, je suis en mission depuis juin 2019 dans une entreprise du secteur bancaire qui applique le framework SAFE, donc entreprise de transformation digitale, depuis janvier 2019. Donc du coup, moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, le framework était déjà en place et j'ai pas vécu, on va dire, la transformation immédiate. J'occupe le poste de product owner sur l'application mobile, donc de gestion des comptes et sur l'ensemble des parcours de souscription de comptes. Du coup, moi, je vais intervenir au niveau de Dev Team et j'ai plutôt un regard sur la partie delivery du framework. OK, merci Alice. Du coup, moi, je vais continuer. Donc, Jérémy Glin, je suis arrivé chez Advisory en juin 2019 en tant que coach produit et actuellement, je suis coach chez RTE en mission depuis début août chez un acteur majoritaire de l'énergie qui a implémenté SAFE courant fin 2018. Et donc, ma principale mission, c'est d'accompagner le programme dans le suivi du cadre méthodologique et de coacher les équipes pour améliorer la performance du train. Et donc, je suis aujourd'hui sur une équipe qui déploie du DevOps. Voilà. Du coup, Nicolas. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Nicolas, coach produit chez Advisory. Je suis arrivé en 2019 chez Advisory en tant que coach produit. Je suis actuellement en mission de coach produit chez un assureur banquier qui a implémenté Safe. Ce que je fais du coup dans ce cadre-là, c'est que j'accompagne le niveau programme et les équipes de product management
justement dans le framework, dans la réappropriation du framework. Et j'accompagne aussi des équipes de delivery dans le process d'amélioration continue et la refonte de leur organisation et de leur process pour qu'elles arrivent à délivrer de la valeur. Voilà. Alors, on va passer directement dans le vif du sujet. Ouais, donc avant de commencer, de répondre déjà à enfin, aux premières questions qu'on a eues, on va déjà vous poser une première question qu'on entend assez souvent, qui est pourquoi implémente-t-on Safe? Je vous laisse donner votre avis sur la question dans la partie commentaires, donc pas Q&A cette fois-ci, plutôt conversation. Moi, en attendant, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce qu'on attend en termes de résultats quand on implémente Safe. Donc déjà, le premier résultat qu'on attend, c'est un résultat business. Ensuite, donc ce résultat, il est réparti en quatre sections. La première qui est l'engagement, donc ça plutôt l'engagement humain, le fait que les employés soient plus motivés, plus contents de travailler au sein des équipes. On a une partie time to market, donc accélérer le time to market. Donc Safe permet une amélioration de 30 à 75% de ce time to market. Améliorer la qualité, donc en réduisant de 50% et plus les défauts de qualité, et améliorer la productivité de 20 à 50%. Donc tous ces pourcentages, c'est des retours d'expérience d'entreprises qui ont implémenté Safe déjà et qui peuvent du coup attester de ces résultats. Pour reprendre un des commentaires que nous a envoyé Sarah, effectivement, Safe, c'est vraiment un mix d'agilité appliqué à de grosses entreprises, hein, je la cite, avec une organisation pyramidale et complexe. Je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir de ça. C'est effectivement que Safe, ça permet de gérer la complexité. Parce que ça permet d'avoir une vision systémique et un système est par définition complexe. Safe, il faut le voir aussi comme alors ça c'est la définition qui est sur le site de Safe, hein. C'est une base de connaissances et de principes et de pratiques et de compétences pour Lean, Agile et DevOps qui sont tirés de l'expérience et qui ont fait leurs preuves. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Le but de Safe, c'est surtout de permettre aux entreprises de survivre à l'ère du digital en fournissant des solutions logicielles le plus rapidement possible sur le marché et, comme je vous le disais juste avant, en essayant d'y apporter une vision système. Alors, là, on va passer sur l'explication du framework. Oups, désolé, décidément. Bougez pas, je redémarre le. Hop, 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 et voilà. Donc normalement, vous voyez. Et c'est revenu là, c'est bon. Ok. Alors, Safe, on essaie de résumer Safe en 5 minutes, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers du framework. J'ai demandé aux puristes de m'excuser. Safe contient ce qu'on appelle alors plusieurs niveaux. Le framework est organisé un peu à la manière de poupée russe concernant les éléments de valeur. Alors, il y a d'abord le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle le niveau portfolio, qui contient des epics qui sont la déclinaison des thèmes stratégiques de l'entreprise et qui sont organisés en fonction de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et ces epics sont gérés par des epic owners. Le deuxième niveau qu'on a, c'est le niveau large solution, qui comprend, lui,
des capabilities. Et ces capabilities correspondent à des éléments de valeur qui sont produits, eux, par plusieurs trains. Et ces capabilities sont gérées par le solution management. On rencontre aussi à ce niveau large solution ce qu'on appelle le rôle Solution Train Engineer, dont le rôle est de lever les obstacles et d'organiser le delivery sur plusieurs trains, un peu comme le ferait un super Scrum Master. Le troisième niveau qu'on rencontre, là, c'est le niveau train. Le train, c'est là où on délivre et on a plusieurs éléments de valeur à l'intérieur de ce niveau essential. Tout d'abord, on va retrouver ce qu'on appelle les features. Donc, c'est des éléments business qui sont pilotés par des product managers et des enablers qui, eux, sont en fait des features techniques et qui, eux, sont pilotés davantage par les architectes. Alors, ces mêmes features et enablers sont ensuite redécoupés en stories au niveau des équipes. 1 à N équipes, et ces équipes, elles, fonctionnent la plupart du temps en Scrum. Alors comme vous le voyez, ça fait beaucoup de couches et beaucoup de monde à synchroniser, et pour que tout le monde se parle, le framework a prévu plusieurs événements. Alors le plus central, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est le PI Planning qui aide à synchroniser tout le train avec les autres niveaux et qui sert aussi à planifier l'activité à l'échelle d'un PI. Un PI, c'est en moyenne 5 sprints, donc environ 3 mois en fonction de la taille de vos sprints. Pour faire le comparatif, hein, vraiment pour faire la comparaison, le PI est au train, ce que le sprint est à l'équipe Scrum. Voilà. Donc, d'autres cérémonies en fait sont aussi prévues par le framework qui servent à s'aligner en dehors du PI planning pour suivre l'avancée au fil de l'eau. On a le Scrum de Scrum pour gérer les obstacles et les blocages entre les équipes. On a la PO Sync pour synchroniser les backlogs des équipes. L'Art Sync pour synchroniser tout le train, etc., etc. Il y a d'autres cérémonies, on ne va pas toutes les voir. Si vous voulez avoir un niveau de détail au-dessus, je vous invite à aller directement sur le site de Safe. Vous avez énormément de contenu, il est gratuit. Le schéma que vous voyez ici, vous allez le retrouver sur le site de Safe. Tous les éléments sont cliquables, navigables, et vous avez vraiment énormément d'informations à boire et à manger, peut-être un peu trop, mais en tout cas, le site est très bien, donc je vous invite à y aller directement. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. J'ai vu qu'on avait déjà pas mal de questions qui avaient été adressées. Ouais, je voulais juste rappeler le fonctionnement. En fait, donc Q&A, vous pouvez poser vos questions et vous pouvez aussi liker des questions qui sont déjà posées, pour lesquelles vous avez vraiment envie d'avoir une réponse. Du coup, ça les remonte en haut de la liste. Il y a de like. O OK, bah, on va commencer par la première question et qui est pas mal plébiscitée, Mhm. et qui est d'actualité. Quel outil utilisez-vous pour les PI planning à distance, s'il vous plaît? Donc c'est une question d'un spectateur anonyme. Effectivement, avec le confinement, on a dû revoir pas mal de choses. Donc, pour ma part, j'ai vécu un PI à distance. J'avais beaucoup d'interrogations sur comment ça allait se dérouler, parce qu'en règle générale, donc pour ceux qui en ont déjà fait, c'est des gros événements c'est un gros événement donc trimestriel, qui se passe en toute logique sur 2 jours. Enfin, en tout cas, là où je suis en mission, c'est le cas. Donc, c'est des journées très intenses de travail avec des sessions de plénière et des sessions de travail, donc ce qu'on appelle de team breakout, où les équipes, les dev teams se retrouvent, pour travailler la planification et on a une restitution au bout du 2e jour. Donc, là, en l'occurrence, ce qui a été fait, c'est que, ça a été cadencé sur 1 semaine, pour permettre, bah, aux gens de s'organiser. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a principalement travaillé sur Teams, avec des réunions. Donc, c'est-à-dire que, bah, on a commencé le lundi matin. Il y avait une plénière, donc c'est la réunion traditionnelle, on va dire, où bah, on présente les objectifs. Voilà, c'est assez macro, etc. Donc, on va présenter les priorités du portfolio, etc.
pendant à peu près 1 heure et ensuite on a les sessions de team breakout qui se déroulent. Donc quand on est en physique, c'est facile, on a une salle et on travaille, les gens viennent nous voir, nous poser des questions sur notre planification pour gérer les adhérences, etc. Sauf que là, on ne pouvait pas faire ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des rooms, enfin des rendez-vous, on va dire, des rooms sur Teams où les gens pouvaient venir, voilà, comme si c'était un chat en fait, venir nous poser des questions, etc. Et en parallèle de ça, on a créé d'autres réunions avec mon équipe pour pouvoir travailler la planification, par exemple quand les métiers étaient pas forcément conviés pendant ce temps de travail-là. Je dois dire que ça a quand même assez bien marché, le fait d'avoir un espace virtuel, qui équivalait en fait à cette salle de travail où, les métiers pouvaient passer, les PO des autres équipes, pour pouvoir nous demander des renseignements sur, tel ou tel sujet. Voilà et donc on a eu une réunion en milieu de semaine, donc pareil en plénière, de pré-restitution, on va dire et une restitution finale. Donc là, après ce qu'on a présenté, c'était format PowerPoint, plutôt classique. Donc c'est les BSM qui ont présenté un peu les managers qui ont présenté le résultat, de la planification qui avait été travaillée pendant le PI planning, avec les équipes. Voilà, mais c'est vrai que de mon côté en tout cas, ça a très bien marché et c'était au-delà des attentes de tout le monde et tout le monde était, super ravi et on a, il y a un outil dont je me souviens plus le nom qui a été utilisé en fin de session, pour récolter les feedbacks. Il Klaxoon. faudrait que je retrouve le nom. Klaxoon, voilà, C'était Klaxoon. exactement. Donc Klaxoon, pour, récolter du feedback en temps réel. Donc c'est notre STE qui a fait un rôti en fait en direct où chacun répondait sur son téléphone portable et c'était, assez interactif et dynamique pour pouvoir prendre, les feedbacks à chaud, après la semaine de PI Planning. Si je peux compléter ce que disait Alice, parce qu'en fait, on travaille pour le même client, pas sur le même rôle. Alors, en termes, il y a plein d'outils aussi qui existent, notamment pour formaliser les programmes board qui permettent de matérialiser le plan à l'échelle de tout le train. Nous, on a fait le choix de ne pas faire appel à un outil, un nouvel outil dans le contexte en fait de confinement heu, qu'on connaît, actuellement. Les équipes maîtrisent particulièrement bien Jira. Elles ont été, sensibilisées, formées. C'est un outil qu'elles maîtrisent, aujourd'hui assez bien et donc on est parti du principe de se dire: «On va pas rajouter de la complexité, dans le fait de devoir manipuler un nouvel outil», de type Klaxoon aussi qui oui, ils font aussi ils sont aussi adaptés à la formalisation d'un programme board. On a tout mis dans Jira et donc ensuite on a constitué des tableaux qui étaient automatiquement alimentés, par le contenu, notamment des features et des stories. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu construire, notre programme board à l'issue, à l'échelle, du train, mais aussi au niveau, de la solution. Oui, c'est vrai que j'ai pas mentionné Jira parce que c'est un outil, du Mmh. quotidien, hein, vous en doutez. Donc évidemment qu'on a utilisé Jira pendant le PI planning. Ouais et du coup, moi, je complète, donc nous, on a utilisé Jira, pour compléter, les features, enablers, qui étaient prévues donc pour le prochain PI. En revanche, pour tout ce qui est, plénière, on a utilisé, IOBA pour ça. Donc c'est vraiment, pour nous, c'était très utile. Ça permettait d'avoir sur une seule fenêtre, toutes les équipes, hem, représentées avec, leurs features, enablers, et US, donc story avec dépendance. Donc ça, c'était vraiment intéressant d'avoir cet outil-là, pour le PI planning à distance et donc moi, je travaille sur un train qui est assez mature puisque là, on a travaillé le PI planning, 9. Donc on n'a, pas passé une semaine sur le PI planning, on a plutôt passé, 2 jours et demi, là où on passe une journée et demie d'habitude. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de se dire que de toute façon, le fait de le faire à distance, on doit prendre plus de temps, que ce qu'on prend d'habitude, pour toutes les cérémonies habituelles et qu'il faut être très organisé pour justement, faciliter le travail des équipes et qu'elles puissent savoir, où elles doivent être, à quel moment. Donc c'était surtout ça, je trouve que pour moi, le principal retour d'expérience que j'avais sur le PI planning à distance.
Je pense qu'on peut peut-être passer à une autre question, parce qu'on a passé pas mal de temps dessus. Bah, je vais continuer, du coup, celle qui est en haut de la liste, qui est à quel point faut-il adapter SAFe au contexte interne d'une société? Appliquez-vous le modèle de manière très rigoureuse ou vous prenez beaucoup de liberté? Alors, pour cette question, donc safe, dans le contexte interne de la société. Donc, en fait, ça dépend. Je pense qu'il y a un temps dans mon cas, en tout cas, quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment eu un temps d'analyse de l'équipe, à savoir quel était déjà le niveau de maturité d'utilisation de safe. Donc, est-ce que c'était une équipe qui était plutôt mature? Est-ce qu'elle avait encore besoin d'apprendre et de monter en maturité sur les sujets, donc à savoir à quoi sert chaque cérémonie, ou comment on peut optimiser notre delivery. Donc, je pense que ça, c'est vraiment déjà une première analyse qu'il faut faire. Et ensuite, donc, il faut adapter, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'on peut parler il faut pas être, on peut pas parler de liberté absolue dans le sens où ça reste un framework qui a un intérêt. Juste, il faut savoir parfois, comment dire, peut-être rallonger certaines cérémonies ou alors prévoir des pré-cérémonies pour les préparer justement dans le cas d'une équipe qui n'est pas forcément très mature. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut toujours justement prendre du recul et essayer de se rattacher au framework de façon à pas trop prendre de liberté par rapport à ça. Mais voilà, du coup, tout dépend en fait de l'équipe et de son niveau de maturité voilà, à date, quoi. Je suis assez en phase avec ce que tu dis, Jérémy. Je pense que c'est un peu comme Scrum. Alors, ça, c'est mon point de vue, c'est personnel. Soit on fait du Scrum, soit on fait pas du Scrum. C'est-à-dire que si on prend le framework, on le prend dans son ensemble. Et je pense il y a des éléments, notamment de synchronisation, des cérémonies qui ont un objectif bien précis dans la mécanique de framework qui, vous voyez, est assez complexe et sur lesquels on peut pas faire l'impasse et on peut pas bypasser certains éléments du framework. Donc je pense il faut appliquer notamment l'ensemble des cérémonies, aussi l'ensemble des artefacts aussi. Je pense que c'est vraiment des éléments qui sont incontournables et qu'il faut conserver. La dose d'adaptation, effectivement, c'est peut-être dans où on met le curseur au niveau notamment du timing sur les cérémonies. Est-ce que l'arting dure 2 heures, 1 heure, 30 minutes? Ça dépend, comme le disait aussi Jérémy, de la maturité des équipes et aussi tout simplement de ce qu'on a à se dire, quoi. Ouais, je te rejoins aussi, Nicolas. C'est vrai que moi, j'ai pu voir l'évolution au sein de ma mission où il y a des choses donc les cérémonies sont là et de toute façon, enfin voilà, c'est le principe de safe, donc on va pas les retirer sinon ça n'a plus de sens. Et effectivement, en fait, dans la démarche d'amélioration continue, bah, on va adapter, certaines cérémonies, les outils de reporting vont évoluer et cetera. Mais globalement, on est quand même resté dans le cadre que proposait safe, en essayant, bah, comme tu dis, d'avoir une marge de manœuvre sur la façon d'animer une réunion, sur les gens qui vont être présents à une réunion. Mais voilà, je suis en phase aussi. Ok, du coup, bah, moi, enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que Nicolas, tu peux peut-être passer à la suivante, celle d'en dessous. Yes, alors la question, est-ce que vous trouvez que les équipes s'approprient facilement le framework? Quel effort de formation a été nécessaire dans vos expériences? De mon point de vue, je trouve que le framework est tout de même, hyper complexe. Alors la base est simple, quand on l'a compris et quand on l'a vécu, mais lorsqu'on voit par exemple le schéma que je vous ai présenté en introduction, lorsqu'il n'est pas simplifié, hein, le vrai de Safe, c'est un modèle qui est particulièrement complexe à appréhender. Donc ça demande aux équipes de s'approprier justement ces principes et ces concepts de safe. Donc, il y a un effort de formation qui est à faire au moins pour passer notamment ce qui est des certifications, notamment la Leading Safe, qui est un peu le b.a.-ba de la maîtrise et des certifs pour justement ce framework safe. Il y a des formations à organiser au niveau de tous les trains, en fait, au niveau de tous les interlocuteurs qui vont être amenés
à être touchés par le framework. Je pense aussi, ça c'est ma conviction personnelle, que notamment les directions métiers doivent aussi être sensibilisées et formées au framework pour comprendre justement le fonctionnement et ce qu'elles peuvent en retirer. Ensuite, il y a une approche là plus via du coaching d'équipe et du coaching one-to-one pour faire monter en compétence tous les acteurs du framework, alors que ce soit au niveau des product managers et aussi au niveau des équipes de delivery. Donc vraiment deux axes, la formation de l'organisation au global et une approche one-to-one via du coaching. En ce qui me concerne, je confirme que quand je suis arrivée, sur la mission et que j'ai pris le train en marche entre guillemets, c'était vraiment pas facile. Donc j'avais déjà entendu parler de SAFe, de manière très théorique, mais j'avais pas de certification, ni rien. Donc c'est vrai que, avant de se rendre compte de ce que c'est vraiment, c'est enfin voilà, il faut vraiment le vivre en fait, SAFe, enfin ça peut paraître un peu bidon ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour vraiment comprendre et se l'approprier. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, pouvoir l'adapter. Mais c'est vrai que quand on arrive dedans, en tant que membre d'équipe, c'est pas forcément simple de comprendre quel est le rôle de chaque cérémonie. Il y a beaucoup de monde. Donc c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé peut-être avoir eu une formation, en fait, peut-être à mon arrivée pour essayer de mieux comprendre. Parce que voilà, quand il y a un déficit de formation, c'est assez compliqué. Après, il y a l'autre technique qui est la technique de la piscine, pour reprendre les les mots de certains, c'est voilà, on se jette directement dans le bain. C'est ça. Ouais, je pense que c'est, enfin, dans mon cas, je suis arrivé donc comme je disais, donc dans une équipe qui était plutôt mature, donc j'avais pas forcément besoin de faire une formation à tout le monde. Par contre, je suis très attentif aux nouveaux arrivants, sur ça, je prévois toujours, un point pour justement leur présenter, le framework et essayer de comprendre un peu leur niveau de maturité sur SAFe. Et aussi sur peut-être comment ils ont vécu leur expérience de SAFe sur un précédent train dans le cas où ils en faisaient partie. Donc voilà, après c'est une formation qui est très rapide, c'est plutôt comme on a pu le faire là, expliquer rapidement les différentes cérémonies d'une team et qui sont importantes dans le cas où c'est un PO notamment. Et voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois aussi ouais, sur la formation. Heu, alors je sais pas si on peut prendre une intervention, celle de Sébastien. OK. Sébastien? Ah, attention, Rétablir mon on n'a son. jamais Allô, essayé, allô? donc c'est périlleux. Est-ce que vous Bonjour, m'entendez? Oui, Oui, Allô, c'est ça. allô? on vous entend. Vous m'entendez tous? Ouais. oui. Oui, on vous entend. Ok, très bien, super. Parce que Zoom, ça marche bizarrement sur mon ordi. Du coup, je bosse aussi sur la même mission que Jérémy, mais on n'est pas dans le même train. Moi, je suis coach agile. Et du coup, vous parliez des formations. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé la démarche SAFe, en fait, on a fait des sessions de formation à peu près à 150 personnes. On en a fait 7. L'objectif, c'était de former absolument tout le monde en intro de la transfo et de la mise en place des trains. Et ça s'est un petit peu dilué dans le temps, parce que l'organisation des formations, c'est toujours quelque chose un peu long et compliqué. Et Jérémy, je pense que toi, tu es arrivé juste après et qu'on t'es arrivé à la suite de Raphaël. Et donc, du coup, tu as plus eu un compagnonnage de Raphaël qui était déjà RTE sur le train. Mais la formation, je vous rejoins, c'est capital, ne serait-ce que pour partager un lexique commun. Mmh. Typiquement, on a une Mmh. particularité chez EDF, c'est qu'on est dans une entreprise franco-française qui n'hésite pas à citer la loi Toubon, donc la loi de préservation de la langue française, quand on parle de features, de story ou même d'ART Sync, Agile Release Train Synchronization. Alors là, attention, ça fait très très mal. Les gens le prennent assez difficilement. Donc, c'est hyper important de faire ces sessions de formation, ne serait-ce que pour câbler tout le monde sur un lexique commun et que tout le monde comprenne bien ce que c'est qu'un RTE. Donc, c'est pas un gars qui a une casquette et qui conduit un train chez EDF.
ou ailleurs. Parce qu'en plus, ces acronymes peuvent porter à confusion, notamment chez EDF, quand on RTE. parle de RTE. Il y a beaucoup de gens qui ont le poil qui s'hérisse, donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, c'est très important. Et moi, j'ai fait 2 autres missions en parallèle de EDF, notamment dans une petite banque qui s'appelle My Money Bank. Et on a fait les formations. C'était difficile d'organiser des formations en présentiel avec tout le monde pour expliquer un petit peu les détails du Target Operating Model. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait simplement des sessions de présentation à tout le monde. Un peu ce que vous faites aujourd'hui, c'est finalement comment on bosse avec Safe, ou comment on bosse avec un modèle opérationnel un peu différent de ce qu'il y avait avant. Et pour susciter en fait la compréhension et les questions. Et ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que c'est hyper important de le faire en intro. Et j'imagine que toi, dans ton train, Jérémy, il y a pas mal de gens qui ont bougé, qui ont changé de poste et qui sont arrivés et qui Ouais, doivent c'est être un ça. peu perdus. Ouais, complètement. Bah oui, c'est ça. Et il y en a qui n'ont pas travaillé forcément en safe non plus. Enfin, moi, je pense que j'ai la chance d'être dans l'un des trains les plus matures d'EDF. Donc du coup, ouais, c'est souvent. C'est pour ça que je repasse un peu sur ça. Et notamment, ça me fait penser à un autre point, c'est que je pense qu'il faut toujours aussi garder justement l'amélioration continue en ligne de mire, parce que, comme tu le disais, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un lancement de Safe chez EDF, et ils se sont dit on forme tout le monde, et ensuite c'est fait. Sauf qu'en fait, du coup, le framework évolue, les personnes changent aussi de poste, et donc finalement, on peut arriver après avec des différences de connaissances entre les personnes. Donc du coup, voilà, moi, je le mets vraiment en avant, cette partie de continuer, enfin, chaque PI, on prend du temps pour rester, monter en compétences et conserver un bon niveau de connaissance sur le sujet. Donc du coup, ouais, c'est vraiment un truc que je ressens aussi. On passe à la question suivante. Ouais. C'est ce que je vais dire. Merci Sébastien. Alors, la question suivante, donc c'est une question concernant la maturation. Comment organisez-vous la phase de maturation des besoins? Alors, donc moi, je vais vous expliquer un petit peu d'un point de vue dev team comment ça se passe. Donc, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure dans la présentation du framework, en fait, l'image qu'il faut avoir de Safe, c'est que le PI planning, le PI, c'est l'équivalent du sprint en Scrum. Et en fait, avant d'entamer un nouveau PI, dans le PI en cours, on va déjà préparer la maturation du prochain PI avec les features qui vont nous être adressées de manière à arriver en PI planning déjà prêt, déjà avec une idée assez claire de qu'est-ce qui va devoir être déroulé dans le PI suivant. Donc, de manière assez simple, les différents métiers avec lesquels on travaille nous adressent des besoins que nous, on va étudier. Donc, en général, le besoin, ça correspond à ce qu'on appelle une feature. Donc, c'est le niveau supérieur. Donc, nous, en tant que dev team, on est au niveau user story. Et les métiers, eux, s'occupent de gérer et de créer des features. Donc, eux, en parallèle, ils ont aussi un train de maturation sur lequel ils vont faire en sorte que les sujets avancent bien et qu'ils soient bien prêts à être embarqués pour le prochain PI. Et donc, nous, on va les récupérer, on va travailler ensemble pour découper en fait le plus finement possible cette feature en user story. Et ensuite, c'est une phase de maturation classique en Scrum. On va faire des ateliers de maturation avec les dev teams, avec les archis, avec les métiers, pour arriver à ce découpage et ensuite estimer ces user stories. Donc, du coup, on va avoir la feature, on va savoir combien de user stories elle est composée. Comme elle est estimée, on sait combien de fois elle représente. Et du coup, quand on va faire le travail de planification qui nous est demandé en PI planning, on sait que, par exemple, donc là, nous, on est en PI 6. Sur le PI 6, on a une capacité globale sur l'ensemble des sprints. Donc, c'est 5 sprints. On sait qu'on a une capacité globale de 200 points, mettons. On sait que cette feature-là, donc elle a été préparée en amont du PI planning. On sait que cette feature-là, elle représente 6 US pour une valeur totale de 50 points. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'organise au niveau équipe. Et le but, c'est vraiment d'arriver avec toutes ces features maturées en PI planning de façon à être le moins perturbé possible et que la planification soit fluide.
Un il est là invité derrière moi, surprise. un invité surprise. Voilà. Ensuite, je pense que ça serait intéressant, Nicolas et Jérémy, que vous expliquiez comment vous organisez la phase de maturation plus en Ouais. amont pour l'expression des besoins justement au niveau équipe. Alors, il faut savoir que dans le framework SAFe, là, on n'a pas vu en détail, il y a ce qu'on appelle un Continuous Delivery Pipeline qui lui-même est séquencé en trois pipelines. Le premier qu'on va rencontrer, c'est celui de l'exploration continue. Le deuxième, celui de l'intégration continue. Et le troisième, celui du déploiement continu. Alors, en se focalisant sur ce qui est du premier item, donc qui est celui de l'exploration continue, c'est via ce pipeline qui est représenté sous la forme d'un Kanban qu'on va faire avancer les sujets. Alors, le sujet, ça part de quoi? Ce qui va être délivré, ce qui va faire l'objet notamment des features. Ça va faire, alors, ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre les épiques, justement, qui sont au niveau portfolio, essayer de les approfondir, de les splitter, de les renforcer avec de la data, de trouver des cas d'usage, de les rendre un peu solides, avec une technique, en fait, ce qu'on a de maturation qui repose sur des canvas comme le Lean Canvas, comme le Business Model Canvas, mais qui est propre à Safe. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous ces supports directement sur le site de Safe. Et ensuite, cet item qu'on a identifié va vivre sa vie tout au long du Kanban et à la fin du Kanban d'exploration continue, normalement, il est prêt à être développé. Donc, alors, ça requiert plusieurs prérequis. Déjà qu'on sache ce qu'on veut faire, donc que le besoin ait été bien identifié, bien exprimé et repose, si possible, sur des éléments qui soient appuyés par de la data. Qu'on ait identifié une solution technique, notamment avec les architectes, mais aussi avec les product owners pour s'assurer que ce qu'on demande est faisable et que ce soit un élément d'une taille réalisable qui puisse être réalisé dans un PI. Et donc, à la fin du Kanban d'exploration continue, normalement, les sujets sont prêts à être développés. Et c'est un peu comme ça, justement, qu'on séquence le suivi de la maturation qui est là davantage géré par les epic owners et les product managers. C'est déjà, je vais juste compléter un petit peu, bon, c'est déjà bien complet. Moi, je vais juste rajouter le product manager, comment est-ce que lui il gère les demandes, les besoins et demandes clients. En fait, on a mis en place sur Jira un projet spécifique qui permet de faire des demandes d'évolution. Donc, les clients font leurs demandes directement via des tickets et ensuite, donc le product manager procède à la priorisation des besoins et ensuite met en place des focus group pour bien définir les besoins et préciser donc les critères d'acceptation pour pouvoir ensuite préparer ça dans les PI qui suivent. Donc là, voilà, du coup, je complète juste en disant ça, nous, par rapport à comment est-ce qu'on gère d'un point de vue outil. Ces demandes de besoins. Donc moi, après, je suis à la DSIT, donc c'est des besoins qui sont techniques. Et quand là, je parle de clients, c'est des clients internes. Voilà, je vais continuer avec la suivante. Donc, pouvez-vous décrire la relation coach-RTE, s'il vous plaît? Donc, oui. Donc, en étant RTE et à la fois coach sur ma mission, je peux le définir. En fait, le RTE est très, très proche des coachs, puisqu'il a la mission de s'assurer que le framework est bien et que la méthode est bien mise en place et est bien suivie par tout le train. Donc évidemment, du coup, le coach a un intérêt pour le RTE, c'est qu'il a parfois une vision un peu plus macro des autres trains, des autres directions qu'il peut suivre et donc peut apporter on va dire des outils, des fois un peu de vision plutôt stratégique de l'entreprise que le RTE n'a pas toujours à son niveau. Donc moi, je me fais aussi accompagner par des coachs qui sont dans ma mission, qui m'apportent aussi cette aide. Donc moi, voilà, je pense que le poste de RTE, clairement, enfin, c'est celui qui sera le plus proche du coach et qui doit vraiment rester
qui doit faire partie, en général, non, enfin, j'en fais partie aussi, mais d'une communauté. On a des communautés de RTE et dans ces communautés de RTE, on a les coachs qui font partie aussi de ces communautés qui nous apportent pas mal d'aide pour avancer. Effectivement, je pense que de mon point de vue, le coach est là pour mettre en place un certain nombre de pratiques, de valeurs, aussi pour assurer un aspect formation sur la compréhension du framework et sur la manière de l'appliquer, sans être dans la prescription, mais être vraiment dans l'adaptation de l'équipe et en même temps du framework. Donc en travaillant sous cet angle-là. Et de mon point de vue, le RTE a lui plus une casquette de delivery. Alors, à la manière d'un Scrum Master, il doit être aussi garant du cadre et des pratiques du framework. En revanche, lui va davantage piloter le delivery et les aspects logistiques justement de ce framework-là. Donc, je pense que le RTE a un rôle de coach beaucoup plus opérationnel versus le coach, lui, qui a un rôle un peu plus high level et plus sur la pérennité, peut-être des pratiques et sur aussi l'aspect formation, bien évidemment. Ok, je vais clôturer celle-ci. Hop. Je regardais le temps, en fait, il nous reste peut-être encore un peu de temps pour répondre à une dernière question. Peut-être celle, donc Nicolas, du coup, je pense que tu peux continuer sur celle-ci, sur les indicateurs. Yes, alors, sur les indicateurs de performance et de suivi qui sont mesurés, je vais être complètement transparent, c'est assez compliqué de se mettre d'accord. Alors, il faut, pour rappel, hein, j'interviens à l'intérieur d'un centre agile et dans lequel on rencontre justement des Scrum Masters, des coachs, etc. Et c'est dur, en fonction justement des équipes qu'on est amené à accompagner, de se mettre d'accord sur ce qu'on doit suivre et de se mettre d'accord un peu sur la vérité et de ce qui est représentatif de ce qui est délivré par un train et aussi par tout le niveau large solution ou même les épiques. En revanche, on s'accorde tous à dire que ce qu'on peut être amené à mesurer de manière globale et ce qui peut aussi être représentatif, notamment pour les directions, c'est de mesurer les lead time, notamment de mesurer le time to market, de se dire à partir du moment où on a besoin d'une nouvelle feature ou qu'on a programmé un épique, combien de temps il nous faut pour le livrer sur le marché. Ça, c'est un indicateur qui est très parlant et qui aide vraiment à, à se représenter. Est-ce que le framework, finalement, nous a aidé à livrer des choses plus rapidement et de manière assez qualitative. J'en reviens du coup à un deuxième indicateur qui est le niveau de qualité qu'on va suivre, notamment avec au niveau équipe par notamment le taux de bug qu'on peut être amené à observer lorsqu'on délivre des features, par le niveau d'incidents qui sont gérés aussi structurellement par les équipes et justement en suivant cette part d'allocation dans le delivery des équipes entre ce qu'on a fourni pour le business, les incidents et potentiellement même les, euh, les items purement techniques, comme on le voyait tout à l'heure, ce qu'on appelle les enablers. Donc, voilà les premiers indicateurs. Après, euh, je suis pas hyper certain, je sais que ça se fait, de mesurer notamment les story points ou ce genre de choses, ou la productivité des équipes. Je pense que c'est pas l'intérêt premier de Safe. Je pense que ce qui est vraiment parlant et ce qui vraiment doit faire foi dans le framework, c'est euh, voir ce qu'on livre, avec quel niveau de qualité et en combien de temps. C'est mon point de vue. Ouais, c'est ce que je suis aussi au niveau des équipes. Je suis également la capacité des équipes à délivrer ce sur quoi elles s'étaient engagées pendant le PI planning également. En plus de la valeur qu'on délivre, il y a cette partie-là aussi. Oui, oui, effectivement, parce qu'effectivement, dans une C'est pas de la cérémonie qu'on a... productivité, enfin, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, du coup, on mesure pas la productivité, mais on mesure quand même la manière dont
on a la capacité de délivrer ce sur quoi on s'engage. Ça permet vraiment après d'avoir un meilleur, comment dire, un meilleur delivery et de pouvoir s'engager auprès de nos clients en disant, bah, normalement, si on s'engage à le faire pendant le PI, il y a de fortes chances que ce soit fait à 80% parce qu'on délivre 80% de ce qu'on dit. Tout à fait, effectivement, il y a une cérémonie dans SAFe qui s'appelle l'Inspect and Adapt, pendant laquelle on va présenter justement les features qu'on a effectivement développées à l'échelle du train. Et ce sont les business owners qui vont venir attribuer une note par rapport à la business value planifiée. Imaginons que on est prévu de livrer une application mobile et en termes d'importance, ça avait été scoré à 8. Le métier va regarder ce qui a été développé effectivement en termes d'application mobile, et si ça satisfait pleinement ce que le métier avait demandé, il va attribuer la valeur de 8, sinon 6, sinon 7, voilà, en fonction du feedback. Et ça, effectivement, comme le disait Jérémy, ça aide à revoir un peu la qualité de ce qu'on. C'est un indicateur de qualité et aussi un indicateur de se dire à quel point on répond aux enjeux business, mais aussi aux demandes des utilisateurs. Ok. On va peut-être passer au. Du coup, il nous reste Ouais, moi un peu j'aimerais plus de 10 juste. minutes. Quel est le rôle du RTE? On a un petit peu répondu, non, je crois. Enfin, vous l'avez évoqué Ouais, tout à l'heure sur la relation coach-RTE. ouais, ouais, bah, du Ouais. coup, bah, si j'avais pris celle-ci, je vais répondre rapidement, mais ok, oui, c'est bon. Oui. D'accord. Merci Voilà, Sarah. donc oui, en fait, on Et, a quand même pas mal répondu à la et question. du coup, rapidement, parce que là, il y a une question sur la différence entre PM, PO. C'est des questions qu'on m'a déjà posées. Du coup, je vais y répondre rapidement. C'est vrai que c'est pas forcément évident de faire la différence entre un product manager et un product owner. Donc, dans des entreprises plus petites, voilà, ou des startups ou des choses comme ça, en général, le PO est à la fois PM. Et effectivement, dans Safe, on a besoin de cette distinction. Donc, en ce qui nous concerne, au niveau product owner, c'est au niveau de la dev team. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne qui va vraiment s'occuper de la partie delivery, d'affiner les features en US et s'assurer du bon déroulé du delivery, tout simplement. Et à la différence du product manager qui est au niveau supérieur, on va dire, donc un PO peut travailler avec plusieurs product managers en fonction des thématiques qu'il traite. Et donc le product manager est au niveau feature. Et donc c'est-à-dire que lui, il va s'occuper de plus ce qui est stratégie produit. Voilà, donc il va s'occuper du gros en général, enfin même il peut y avoir même plusieurs personnes qui s'occupent de ça. Voilà, donc c'est le distinguo en fait, en tout cas dans le cadre dans lequel je suis, c'est celui-là. Donc PO, au niveau dev team et PM au niveau feature, plus stratégie produit. C'est ça. C'est Rien ça, à moi ajouter. ouais, c'est ça. C'est imparfect. J'ai essayé de faire succinct. Bah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je regarde un peu les questions qui restent. De toute façon, si Ouais. on n'a Ouais, pas on va le y temps de répondre. répondre à tous, on fera un article de blog comme ce qu'on avait fait pour la dernière session, où on vous apportera des réponses aux questions que vous avez posées, auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Comme ça, vous serez moins frustrés. Ouais, effectivement, Voilà. on n'a pas pu aussi passer la parole à tout le monde. Je sais que ça peut créer certaines frustrations, mais dans tous les cas, on fera d'autres événements où vous pourrez aussi participer. Alors, on va Si, peut-être. Ouais. tu veux clôturer? Je voulais. Non, non, comme tu veux. Ouais, rapidement, c'était sur le nombre de comités, cérémonies. Effectivement, il y a beaucoup de réunions, c'est parfois pénible. Après, je pense qu'il faut avoir un peu de bon sens et se poser la question, est-ce que toutes les personnes sont vraiment utiles à cette réunion? Et par exemple, nous, à l'Artink, des fois, ça peut durer des heures, vraiment. Et voilà, et donc une fois que la personne a dit ce qu'elle avait à dire et a partagé ce qu'elle avait à dire, elle quitte la réunion et si jamais elle a besoin d'être sollicitée, elle est rappelée par la suite. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme dans tout, pas que dans Safe. Je pense que pour toute réunion, il faut vraiment se poser la question, déjà, est-ce qu'il y a un ordre du jour et qu'est-ce qu'on traite? Est-ce que je suis vraiment utile? Et dans ce cas, voilà, ne pas forcément faire venir l'intégralité de l'équipe à cette cérémonie. Voilà, c'est le conseil que je pourrais Mm. vous donner. Ouais, je Mais suis oui, il y a vraiment beaucoup de ça. réunions dans Safe. Ouais, c'est Ouais. ça. Et en fait, faut voir que toutes les cérémonies qui sont prévues pendant le PI,
selon moi, elles ont tout un intérêt et je pense qu'il ne faut pas hésiter, justement en tant que RTE, à rappeler aux équipes pourquoi est-ce qu'on fait ces cérémonies-là et surtout aussi, comme le disait Alice, d'inviter les bonnes personnes et de ne pas aussi hésiter à raccourcir le temps. Enfin, si les équipes elles ont rien à se dire, bah, elles ont rien à se dire. Il ne faut pas mettre 1 heure et demie si on a besoin que de 30 minutes. Et donc voilà, mais chaque cérémonie a vraiment son intérêt. Mm. Et je pense qu'il ne faut pas après se dire qu'on est suffisamment mature pour ne plus faire les cérémonies parce que dans ce cas-là, on peut très vite régresser et perdre en maturité. Je pense que c'est Ouais, là c'est aussi essentiel que si elles existent, c'est que voilà, Mm. elles ont un intérêt et je suis tout à fait d'accord avec toi. je pense que c'est là aussi où le coach a un rôle à jouer en donnant du sens justement au cadre global. Euh, et voilà, c'est tout. Alors on passe à la suite si vous le voulez bien. Mmh. Ouais. Quelques astuces pour survivre à Safe. Alors, la première, ça va être keep it simple, hein. Euh, pour vous dire tout simplement que le framework est déjà assez complexe, donc évitez de rajouter de la complexité. Il faut déjà pardon, bien comprendre comment fonctionne le framework et mettre en place vraiment la base du framework, les cérémonies, etc. Et tout ce qu'on peut faire de manière raccourcie et qui n'est pas important, on laisse tomber et on se focalise vraiment sur l'essentiel. Et surtout, on fait simple au possible. Éviter de la lourdeur à ce qui est déjà assez complexe. Le deuxième type que je peux vous transmettre, c'est de ne pas perdre aussi de vue la réalité des équipes, de ce qui est de l'implémentation du framework, mais aussi de bien comprendre ce que fabriquent les équipes, en fait, ce qu'elles délivrent et les problématiques aussi qu'elles rencontrent pour pas être complètement déconnecté de la réalité et pour adapter, si possible, autant que faire se peut, le framework à leur réalité et aussi arriver à les raccrocher justement au framework, peut-être en changeant les pratiques, en leur faisant peut-être un peu changer de mindset. C'est la deuxième chose. La troisième chose, j'en ai aussi un peu parlé tout à l'heure, c'est d'accompagner les métiers, puisque souvent, les transfos sont limités au DSI et je pense qu'il est vraiment primordial d'aussi former les interlocuteurs du métier pour qu'ils comprennent justement la réalité des équipes qui délivrent les solutions au quotidien et qui elles-mêmes se posent des questions, notamment sur les aspects priorisation et aussi de faire des choses qui sont utiles pour le business et pour le client. Sur les outils aussi, je pense qu'il est primordial de bien s'outiller. Alors, on a parlé beaucoup de Jira. Jira, c'est un outil qui est fabuleux, mais qui demande quand même une sérieuse prise en main. En tout cas, il faut un outil justement pour permettre de loguer justement ces éléments de valeur, que ce soit ces features, que ce soit ces épiques, que ce soit ces stories, et leur permettre de communiquer entre eux pour arriver aussi à sortir de la data. Ça, c'est primordial. On a parlé aussi des outils de collaboration tels que IOBIA, Teams, Skype, Klaxoon, en fait, euh, pour répondre à tous les usages que vous pourrez rencontrer. Mais c'est vraiment très important de ne pas faire l'impasse justement sur ces outils, quitte à faire un investissement quand même, parce que ça a un coût. Ouais, du coup, je vais passer sur l'amélioration continue des équipes. Alors, donc là, sur ce type-là, ce que je veux dire, c'est, bon, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que il faut toujours rester attentif à ça, de se dire que, voilà, au bout d'un moment, quand ça fait 10 PI qu'on fait un inspect et adapt, donc on peut avoir l'impression enfin, les équipes peuvent avoir l'impression qu'on n'a plus rien à apprendre et qu'on n'a plus rien à améliorer. Et ça, c'est vraiment un point justement que le RTE et que les coachs doivent tenir, doivent toujours ne pas oublier justement. C'est de s'améliorer et d'essayer de motiver les équipes et de leur faire comprendre aussi ce qu'ils peuvent évoluer, ce qu'ils peuvent améliorer pour garder toujours une bonne maturité. Voilà, c'est surtout ça. Enfin, moi, je le ressens surtout et ne pas hésiter aussi à utiliser entre guillemets les nouveaux arrivants dans les équipes.
puisque souvent, en tant que nouvel arrivant, on arrive, on peut avoir facilement des rex ou des sujets qu'on voit qui nous choquent un peu. Voilà, et donc c'est ces personnes-là qui peuvent aussi parfois faire ressortir ces problèmes-là et qui peuvent appuyer auprès des autres équipes votre message, quoi. Moi, je sais que je m'en sers, je fais souvent ça aussi. Et du coup, je finis avec les 2 derniers points. Donc participer à des communautés métiers. Je sais qu'en ce qui me concerne, depuis que j'ai commencé, cette mission, il n'y avait pas de communauté de pratique, autour du product, ownership. Et du coup, on l'a mis en place, enfin ça a été mis en place assez récemment et je dois dire que, c'est quand même top, de pouvoir prendre un peu de recul et d'échanger en fait, sur, c'est vrai que, en tant que product owner, on a souvent un peu la tête dans le guidon, voilà, on est concentré sur le rythme, du delivery et des fois, ça fait du bien, en fait, de parler à ses compères parce que c'est vrai qu'on se rend compte que, quand on est, plusieurs PO dans une organisation safe, en fait, on n'échange pas tant que ça et moi, je reste convaincue qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, ne serait-ce qu'en termes de méthodologie, de façon de gérer les équipes, de comment est-ce qu'on travaille avec les product managers, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Donc, si vous réfléchissez à ça lors d'une mise en place du framework, pensez bien à proposer cet artefact. Je pense que c'est assez intéressant. Et vous, voilà, si vous êtes product owner ou Scrum Master, peu importe, n'hésitez pas à y participer. Je pense que c'est ultra important de consacrer du temps et de prendre du recul. Et le dernier point, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, donc c'est dialoguer avec ses compères. Voilà, c'est hyper important de l'échange, de dialoguer et voilà, on est dans une grosse machine, parfois avec beaucoup d'outils, mais rien remplace une bonne discussion et un bon dialogue voilà, pour éclaircir des choses ou pour apprendre les uns des autres. Du coup, on a respecté le timing. Bravo. Il est presque 14 heures, donc 2 minutes pour une petite conclusion. Donc pour info, vous pouvez nous retrouver vendredi prochain, donc a priori à la même heure, à 13 heures. De toute façon, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Advisory, pour voilà, vous tenir au courant des prochaines sessions. Donc la thématique de la semaine prochaine, ça sera autour des skills qui font la différence pour être un bon PM, un bon product manager. Voilà, donc ça sera animé par Martin, donc c'est l'un de nos cofondateurs, et Adama qui aide au Institute, donc c'est la partie off de formation, qui vous présenteront, qui répondront à vos questions, voilà, sur les compétences à avoir pour être un bon product manager. On l'a mentionné, donc on a un site avec une partie blog sur lequel on a déjà pas mal d'articles autour de l'agilité et du product management. À la suite de cette session, donc on va vous proposer un article avec le replay entre guillemets de cette session d'échange et des réponses aux questions qui malheureusement n'ont pas pu être abordées en séance. Voilà, comme ça, tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Et on le répète, donc ça a été dit en introduction par Nicolas, donc le lancement aujourd'hui de la formation en ligne sur le product management. Donc de toute façon, vous recevrez à la suite de la session un email avec toutes ces informations-là. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, inviter vos collègues, vos amis pour les prochaines sessions. Petit message avant qu'on se quitte, lorsque vous allez quitter cette réunion, va y avoir un formulaire Typeform qui va s'afficher, qui va vous demander un feedback sur la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas à être honnête, à nous dire ce que vous en avez pensé et ce qu'on peut faire les prochaines fois pour toujours nous améliorer. Voilà, je pense qu'on va fermer la session d'aujourd'hui. Merci à tous et au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi.